On va plus loin avec l'invité de Paris Direct ce matin. Et mon invité, c'est Dominique Vidal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce lundi de Pâques. Vous êtes journaliste, historien, auteur, spécialiste du Proche-Orient. Vous avez notamment été journaliste au journal Le Monde diplomatique. Récemment, vous avez publié Le Monde ne sera plus comme avant, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Une étude de la géopolitique du moment, cette tectonique des plaques géopolitiques en ce moment. La vieille ville de Jérusalem bruisse ces jours-ci du brouhaha, des prières des catholiques, des juifs, des musulmans, pendant Pâques, Pessah, le Ramadan. Après une semaine de tension, la journée de dimanche, donc on l'a vu, c'est relativement bien passé. Quels échos est-ce que vous avez de Jérusalem et de son atmosphère en ce moment? Écoutez, ce sont malheureusement encore des Pâques sanglantes, pour les uns et pour les autres. Mais le scénario n'a rien d'original. On l'a déjà vu presque comme deux gouttes d'eau il y a 2 ans. C'est-à-dire des tensions sur l'esplanade des mosquées. Netanyahou veut échapper à une crise interne en suscitant une crise externe. Ouais. Donc la police investit la mosquée Al-Aqsa, brutalise les fidèles, en arrête plusieurs centaines, le Hamas riposte en envoyant des missiles, Israël riposte en bombardant la bande de Gaza, le sud Liban et la Syrie. Des attentats ont lieu hier, 3 morts, un à Tel Aviv, 2 dans la vallée du Jourdain. Bref, on a l'impression d'une histoire qui se répète, sauf que Netanyahou n'est plus dans la même situation qu'il y a 2 ans. Il a des centaines de milliers d'Israéliens dans la rue. C'est ça, il y a un contexte politique particulier. Benjamin Netanyahou s'est allié avec la droite de la droite et même avec l'extrême droite israélienne. Il a voulu son processus de réforme judiciaire qui a été contesté par des centaines de milliers de personnes. C'est particulièrement impopulaire. Il faut avoir en tête que quand on dit 300 000 personnes en Israël, c'est comme 2,5 millions chez nous. Parce qu'il faut faire un rapport de 6 millions population. d'habitants, hein, c'est ça. 9 millions d'habitants, 7 millions de juifs, donc 2 millions d'arabes. Donc, si vous voulez, c'est une situation, pour la comprendre, il faut remonter au début de l'année avec l'investiture de ce nouveau gouvernement. Un Likoud très radicalisé, 2 partis ultra-orthodoxes qui veulent la théocratie, clairement, Ouais. et puis 3 partis qui n'ont jamais été au gouvernement depuis 1948. Ce sont des partis, on dit, suprémacistes. Ouvertement xénophobes. Ils s'affichent eux-mêmes, ils le disent. Ben Gvir, Smotrich, Maoz disent « nous sommes racistes et homophobes ». Donc évidemment, c'est un gouvernement dangereux. Moi, je l'avais dit le jour même de sa constitution. Et effectivement, il est dangereux pour les Palestiniens, puisqu'il veut annexer la Cisjordanie, ce qui veut dire frapper fort. Deuxièmement, c'est dangereux pour les Israéliens, parce qu'on profite de la réforme de la justice pour aller vers un système autoritaire. Ce ne sera plus une démocratie, comme on le dit aujourd'hui. C'est dangereux pour les deux, parce qu'il y a cette possibilité de théocratie, c'est-à-dire imposer la loi religieuse à tous les citoyens. Et puis c'est dangereux pour la région, pour le monde, parce qu'on peut aller vers une 3e intifada, et on peut aller vers une guerre régionale. Je ne pense pas seulement à la bande de Gaza, au sud Liban, à la Syrie, mais aussi à une opération contre l'Iran. Tout cela va, remarquez-le, votre journal était bien fait, à l'encontre de tendances plutôt positives. Rabibochage entre l'Iran et l'Arabie saoudite, tentative d'en terminer avec cette guerre épouvantable du Yémen, et là, Israël verse de l'huile sur le feu pour des raisons politiciennes. Et comment expliquer qu'il y ait des centaines de milliers de personnes dans les rues en Israël pour contester les projets de Benjamin Netanyahou, mais qu'il y en ait si peu finalement qui votent contre lui? Écoutez, les votes, il faut les voir dans leur évolution. C'est vrai que les Israéliens ont élu cette coalition, oui. Ça ne fait pas de doute. Même si c'est une coalition, même si c'est des rabibochages, il n'empêche que Benjamin Netanyahou, c'est le phénix de la politique israélienne et il revient toujours. Vous avez raison, mais on a l'impression, depuis le début janvier, avec toutes ces manifestations, et avec les sondages tout récents, il y a quelque chose qui change? Ah oui, on a l'impression que les Israéliens se sont réveillés avec la gueule de bois. Ils n'avaient pas mesuré ce que cette coalition allait comporter de risques pour eux. Et les derniers sondages publiés par la presse israélienne ce matin donnent une coalition en chute libre avec 53 sièges, c'est-à-dire moins de la majorité, au lieu de 64. Ça veut dire que l'opération n'a pas réussi. On ne peut pas toujours utiliser les mêmes ficelles, elles finissent par être usées. Mais il reste quand même la question sécuritaire, ces attentats qui ont encore été commis à Tel Aviv et des civils innocents qui se retrouvent visés par des terroristes. Le problème, c'est comment la population israélienne, et puis plus généralement la communauté internationale, peut accepter qu'un Premier ministre, comme Netanyahou,
pour se sortir d'un procès qui risque de l'envoyer en prison, Bien sûr. mettent en danger la vie de beaucoup de gens dans toute une région. Et ça, c'est quelque chose que, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, peut-être même à Paris, qui sait, on a quand même l'intention d'y réfléchir sérieusement. Le discours change, notamment celui des États-Unis vis-à-vis du gouvernement israélien. Alors pour l'instant, oui, c'est le discours qui change. Hein, les actes ne bougent pas. Mais quand même, Biden a fait savoir à Netanyahou qu'il ne voulait pas le voir. Si dédié, le voyage prévu est reporté. Il n'y a qu'à Paris où on continue. On a été la première capitale à accueillir Netanyahou réélu. On a laissé un des trois ultranationalistes, Smotrich, venir à Paris, sous la protection policière, pour tenir un discours que le Quai d'Orsay a condamné comme répugnant, qui consistait à dire les Palestiniens n'existent pas, à montrer une carte, vous savez, du grand Israël, qui incluait la Jordanie. Imaginez la tête du roi à Amman, ça ne lui plaisait pas trop. Bref, on a eu du mal à Paris à sortir d'une situation un peu d'attentisme pour aller vers des sanctions envers ce gouvernement. Il faut dire qu'en plus, la solution à deux États, elle est enterrée aujourd'hui. Ça n'est plus possible d'avoir un État palestinien concrètement. Vous avez raison, c'est un des problèmes qui aggrave la situation. C'est-à-dire, on est dans une situation qui n'a plus d'issue perceptible. Du fait de la colonisation, physiquement, un État palestinien. Oui, pas seulement la infaisable. colonisation. Vous avez 2 millions d'Arabes en Israël, citoyens d'Israël, même si c'est des citoyens de seconde zone. Vous avez 700 000 colons à Jérusalem, en Cisjordanie. Où faites-vous passer une frontière entre un État d'Israël et un État palestinien à naître? C'est pour ça que dans la jeunesse palestinienne, moi ça m'a frappé au fil des années, l'idée des deux États est de plus en plus abandonnée au profit de l'idée d'un État commun, mais à condition que tout le monde y ait les mêmes droits. Les droits nationaux et les droits politiques, les droits sociaux, bien sûr. Et puis face à cela, il n'y a plus vraiment l'interlocuteur côté palestinien. On ne sait plus vraiment s'il faut discuter avec le Hamas ou avec l'autorité palestinienne. Bon, la réalité, elle est connue, c'est que la grande majorité des Palestiniens, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ne veut plus ni du Hamas, ni du Fatah, ni de cette autorité. Donc il y a urgence de tenir des élections. Elles étaient prévues en 2021, législatives et présidentielles palestiniennes. 93% des Palestiniens s'étaient inscrits sur les listes pour voter. Et Mahmoud Abbas, avec la complicité des dirigeants du Hamas, ont préféré reporter. C'est aussi une des données de l'impasse. Et là, ça laisse la place à la violence et aux groupes terroristes. Oui, mais si vous voulez, on dit les groupes terroristes. Moi, j'ai suivi cette nuit l'enquête qui a été menée, qui continue en Israël, sur l'attentat de Tel Aviv. Personne n'y comprend rien. Parce que le terroriste qui a été tué par la police n'avait pas d'armes. On n'a pas trouvé d'armes. Donc comment ça s'est passé? On a l'impression, si vous voulez, qu'au terrorisme de groupe, comme on a connu pendant la seconde intifada, le Hamas organisait des attentats kamikazes pendant que l'armée israélienne bombardait la Cisjordanie. des actes isolés. Hein. Là, on a l'impression, voilà, ce sont des jeunes, très jeunes souvent, complètement bouleversés par telle ou telle opération de l'armée israélienne, en plein ramadan quand même. Hein. Imaginez, retournons la situation. La police palestinienne intervient au mur des lamentations, frappe les fidèles, les ligote devant le mur et en arrête. Inimaginable. C'est ce que la police israélienne, à l'envers, a fait à Al-Aqsa. Voilà, oui, ça, quand c'est on pour fait ça, Al-Aqsa. vous provoquez, si vous voulez, une colère que vous ne maîtrisez évidemment pas. Et puis après, il y a une guerre sans fin qui est, on mène une opération à Naplouse pour mener des interpellations. Il y a des morts, des membres de la famille qui vont aller poignarder d'autres personnes. Ensuite, on va raser la maison à Naplouse. Et puis, c'est un aller-retour de violence sans fin. Et imaginez, du point de vue israélien, parce qu'il faut aussi voir ce côté-là de la situation, tous les acquis diplomatiques de Benjamin Netanyahou, avec les États-Unis, dans le monde arabe, en Afrique, sont ruinés par cette situation. La responsable israélienne qui était au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba a été raccompagnée à la porte Manu Militari. Les pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham protestent contre ce qui s'est passé à Al-Aqsa. Le roi de Jordanie diminue les relations diplomatiques. On a l'impression que Netanyahou est un peu un apprenti sorcier, sauf qu'autrefois ça marchait. Là, je ne suis pas sûr que ça marche, ni
du point de vue diplomatique, je viens de le dire, ni du point de vue politique, puisque les sondages montrent vraiment une coalition en chute libre. Qu'est-ce qui peut se passer politiquement là, dans les semaines à venir? Je ne sais pas ce qui peut se passer. Les historiens préfèrent parler du passé que du futur. Madame Soleil fait son travail. Je ne suis pas Madame Soleil. Moi, je dirais qu'il y a une forte probabilité, compte tenu de l'importance du mouvement qui est en cours depuis 3 mois, des centaines de milliers d'Israéliens dans la rue, que le gouvernement saute. Qu'on ait à un moment donné des tiraillements tellement forts entre l'aile Likoud, l'aile ultra-religieuse et l'aile suprémaciste, que la coalition craque. À ce moment-là, on peut aller vers une autre solution, pas une solution définitive du problème israélo-palestinien, mais quand même vers une situation moins dangereuse que cette équipe, qui est une équipe quand même de pyromanes, de pompiers pyromanes, plus pyromanes que pompiers. Et qui fait polémique au sein d'Israël avec ces Absolument. manifestations monstres qui se poursuivent. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, Dominique Vidal, pour avoir tenté de nous éclairer sur cette question complexe qu'est le Proche-Orient. Je rappelle votre dernier livre, Le monde ne sera plus comme avant, la nouvelle ère des relations internationales. C'est aux éditions Les liens qui libèrent. Que j'ai coordonné avec Bertrand Badi, je le précise. Et voilà, on lui a rendu hommage. Merci beaucoup d'avoir Merci été à notre vous. invité en ce lundi de Pâques et merci à vous d'avoir choisi France 24